Nouveau rendez-vous de Sika Infomag, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. Nous aborderons au cours de ce numéro deux sujets qui font l'actualité sur le continent africain. D'abord le Mali où après plus de 3 années de conflit et près d'un an de négociations, l'accord de paix va être signé enfin ce vendredi. Mais une signature qui intervient dans des conditions très particulières puisque contrairement au gouvernement malien et aux groupes armés qui le soutiennent, les rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA ne le signeront pas. En deuxième partie de ce débat, nous nous pencherons sur le procès Hissène Habré du nom de l'ancien dictateur tchadien renversé en 1990 par l'actuel chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ce procès, disais-je, dont le démarrage est prévu pour le 20 juillet prochain à Dakar. En dernière partie de ce magazine d'information, comme il est désormais de coutume depuis le début de cette semaine, Inès Arwansou nous rejoindra pour des informations économiques d'ici et d'ailleurs. Merci une fois encore d'avoir pris le rendez-vous. Voici le flash d'information. Le président burundais Pierre Nkurunziza, visé par une tentative avortée de coup d'État, a annoncé être de retour au Burundi sur Twitter. Des sources officielles de la présidence ont par ailleurs affirmé que Nkurunziza se trouve dans la capitale Bujumbura et devrait s'exprimer dans la journée. Au Mali, l'accord de paix pour le Nord doit être signé ce vendredi. Mais cette signature connaîtra l'absence des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces rebelles Touaregs ont paraphé jeudi à Alger l'accord, mais réclament de nouvelles négociations avant de signer un accord définitif. En Centrafrique, plus de 350 enfants soldats centrafricains, dont plusieurs âgés de moins de 12 ans, ont été libérés par des groupes armés conformément à un accord signé avec l'UNICEF la semaine dernière. Après 2 ans d'intenses combats, la libération des enfants constitue un véritable pas vers la paix. S'ils ont paraphé l'accord jeudi, ils ne sont pas pour autant prêts à le signer ce vendredi à Bamako, contrairement au gouvernement malien et ses alliés. Les rebelles maliens de la coordination des mouvements de l'Azawad CMA demandent de nouvelles discussions avant de s'engager définitivement. Ils conservent ainsi la possibilité de signer le texte plus tard, même si aucune date limite n'a été fixée. Quelle valeur peut-on accorder à l'accord de paix de Mali sans la signature des rebelles Touaregs de la CMA? Le paraphe de l'accord par les éléments de la CMA est-elle une forme de reconnaissance de sa validité? La CMA risque-t-elle de faire retarder encore longtemps le processus de paix au Mali? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre avec nos débatteurs que nous allons retrouver dans un instant. Nous allons faire le débat avec Benjamin Honoré Naoum, rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou au Bénin, et Joël Yetondi, journaliste à la rédaction de Sika TV. Merci à vous d'être une fois encore sur ce plateau. Merci à vous aussi. Alors Joël Yetondi, les groupes armés de la coordination des mouvements de l'Azawad ont paraphé hier l'accord pour un retour de la paix et la réconciliation au Mali, mais ils ont refusé de le signer ce vendredi à Bamako. Vous l'avez suivi et ça a été le démarche. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a, au-delà de toutes les récriminations, un pas de franchi. Un pas de franchi parce que, parapher le document, cela a été sollicité de longs jours, de longue date. Le 1er mars, il y a le gouvernement et ceux de la plateforme qui sont passés à l'acte. Du 1er mars au mois de mai, ça fait plus de 2 mois. Et c'était pas gagné d'avance parce qu'il y a eu cette attaque de Ménaka, attaque au cours de laquelle il y a eu 9 militaires morts, 14 blessés. Pour beaucoup, c'était le grain de sel qui pouvait mettre à mal la machine qui était très gelée et qui pourrait aboutir à une bonne résolution aujourd'hui, une résolution qui fera tache d'huile. Mais de concertation en concertation, on a vu la CMA qui a finalement décidé de passer à l'acte, qui a paraphé le document. Je trouve personnellement que c'est déjà un pas, parce que la voie qui mène à la réconciliation, elle est parsemée de beaucoup d'embûches, elle est longue, et le prix à payer est bien lourd aussi, plus qu'un pesant d'or
Donc il faut s'armer de patience. Pour ce qu'on a suivi, ils ne se sont pas opposés à la signature, mais ils ont dit qu'il va falloir qu'on leur accorde encore un peu de temps, aller autour de la table pour quelques concessions. Ils craignent aussi pour la question de la sécurité, parce que ce qui s'est passé récemment, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. On ne peut pas être en train de leur demander aussi de déposer les armes, et au même moment, ils vont se sentir traqués de toutes parts. Ce n'est pas compréhensible. Donc là-dessus, personnellement, je trouve que ça reste, c'est un petit pas, mais c'est un pas précieux. Maintenant, il faut veiller à ce que d'autres pas soient posés en plus pour consolider l'acquis. Honoré, la commission des mouvements de l'Azawad, ils ont accepté de parapher ce document, mais ils ne veulent pas signer pour l'instant. Comment expliquez-vous cette ambiguïté? Ce que je note fondamentalement, c'est que ce mouvement a décidé pour l'instant de ne pas travailler pour la paix du Mali. Franchement parlant, c'est ce qu'il faut retenir. Parce que si vous décidez de parapher un document, ça veut dire que vous validez tous les points de ce document. Mais malheureusement, il y a encore 14 points incriminés donc, par ce mouvement de l'Azawad et qui insiste et qui demande à revoir 14 points. Si vous demandez à revoir 14 points, ça veut dire que vous attendez. Et on fait la discussion pour finaliser le document avant de parapher. Parce que ça crée aujourd'hui une ambiguïté. Et je pense que l'image que ce mouvement est en train de projeter à l'étranger, c'est une mauvaise image, il faut le dire. Normalement, ce mouvement devait attendre. Parce que là, on peut dire qu'ils ont posé un pas. Quel pas ils ont posé? Un pas d'ambiguïté. Parce que là, ils sont en train de mettre cet accord de paix, pour moi, en difficulté. Parce que normalement, d'abord, aller à la signature d'un document, avant de réclamer la paix dans un pays, c'est déjà ambigu. C'est déjà dommage pour cet État qu'on aille d'abord signer un document, un bout de papier. Le bout de papier garantit la paix comment? Je crois que le nord du Mali est en insécurité pour l'instant. On n'a pas désarmé les gens. On n'a pas réclamé le cessez-le-feu total. On continue de tuer et on dit qu'on veut signer un document. Maintenant, ils vont signer le document avec qui? C'est là la grande préoccupation. Tant que le mouvement ne sera pas autour de la table pour signer le document, parce que c'est la signature qui donne l'accord de respecter réellement ce qui est mentionné dans le document. Ce n'est pas juste, c'est que j'ai lu un document, j'ai paraphé. Ce n'est pas suffisant. Il faut aller jusqu'à la signature. Tant que le mouvement ne signe pas ce document, on ne pourra pas dire qu'on a fait un pas pour concrétiser la paix dans ce pays. Pour moi, rien n'est encore concrétisé. On est encore en train de se chercher et j'espère bien que le mouvement reviendra autour de la table de négociation et véritablement signer l'accord de paix. Alors, Honoré, l'une des raisons avancées par la CMA à part ne pas être en accord avec le contenu actuel de l'accord, c'est qu'ils n'ont pas été consultés avant le choix de la date du 15 mai pour la signature. Est-ce une raison valable ou une manœuvre pour retarder encore ce processus de paix? Non. Ils ont la latitude de trouver les arguments parce qu'on leur donne l'opportunité. Dès qu'on a annoncé qu'il y a 14 points au sein de l'accord, moi j'insiste sur ces 14 points. Dès que le mouvement de l'Azawad a annoncé qu'il faut revoir 14 points, je pense que le gouvernement malien et tous ceux qui participent à la négociation devraient normalement dire « attendons, vidons ces 14 points, entendons-nous sur ces 14 points et après maintenant on projette la date de signature ». Si vous ne faites pas ce que le mouvement demande, parce qu'il faut être deux pour signer un accord. Si vous n'êtes pas deux, vous voulez signer quel accord? Maintenant, le gouvernement malien ou les autorités maliennes vont signer et il restera une partie pour le mouvement de l'Azawad. Qui viendra signer quand? Ils vont continuer à opérer, à tuer les gens, à créer l'insécurité, le chaos total au Nord Mali. Moi, je pense qu'il y a eu des préalables qui n'ont pas été vidés. Parce qu'on dit par exemple ce que les rebelles réclament, l'Azawad. Leur souhait, c'est de voir ça demain dans les documents en ce qui concerne la géographie du pays. Donc, ils souhaitent, par exemple, cette question doit être vidée et véritablement échanger avec eux pour savoir si on maintient leur demande ou pas. Vider tous ces points devrait permettre vraiment le retour de la paix. Tant qu'il y aura des zones d'ombre, on ne peut pas espérer la paix au Mali. Alors, Joël Itondi, le choix du 15 mai pour la signature sans consulter les rebelles, est-ce une raison valable pour ne pas être à cette table de signature?
Je dis, on ne peut pas trancher de cette question sans marquer un arrêt sur la situation que le Mali a vécue. Ici, il faut rendre une fois encore hommage à la France qui est intervenue trop tôt. Sinon, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Ce qui s'est passé au Mali, le Nord Mali, ensuite tout le pays et la suite. Voyez-vous, donc, quand on sait qu'il y a eu vraiment assez de velléités, qu'il y a eu des morts, du sang a coulé dans ces conditions, quand on connaît la force de frappe de ceux-là, il vaut mieux aller à la négociation et il vaut mieux les associer à tout. C'est une demande qu'ils ont formulée, le gouvernement a formulé sa demande. Le gouvernement a trouvé que ce n'est pas possible de leur accorder le statut qu'ils demandent. C'est légitime parce que le Mali est un et indivisible. Mais en face de soi, il ne faut pas oublier celui qu'on a. Il faut pouvoir tout casser la poire en deux, le juste milieu, comme j'aime à dire, pour permettre à ce que, une fois encore, ce Mali qu'on connaissait hier retrouve son statut d'antan. Aujourd'hui, qu'on veuille ou non, on ne peut pas faire sans la CMA. C'est heureux qu'en leur sein, il y a deux qui sont prêts à aller à la table de négociation. Mais le fondamental, cette date qu'on a annoncée, pour laquelle aujourd'hui il y a quelques frustrations, c'est secondaire. Mais s'ils l'ont évoqué, personnellement, je ne leur trouve pas tort. Ce n'est pas concevable que l'Azawad, aujourd'hui, qui constitue une grande entité, qu'on veuille décider qu'on ne les associe pas. Personnellement, je ne conçois pas ça. On doit pouvoir les associer, connaître leur calendrier, parce qu'ils opèrent malheureusement aujourd'hui comme un État dans un État. C'est normal que le gouvernement veuille mettre un thème à cela. Mais avant, comme on le dit, quand vous voulez arracher à l'enfant récalcitrant, ce qui lui est cher, il faut trouver les stratégies. Mais quand vous ne les trouvez pas, tout vous échappe. Et tout peut échapper, malheureusement, au gouvernement malien. Et c'est en cela que moi je trouve que ce qui s'est passé il y a 2 jours, je vais parler du paraphe, ça a son sens. Parce que les gens, à un moment donné, ils ont parlé de 14 points. À un moment donné, ils ne reconnaissaient même pas la validité du document. Mais si le gouvernement et la plateforme, à un moment donné, s'est dit que c'est vrai, ce qui a été dit, ça fait dans son ensemble l'unanimité, c'est ce sur quoi et les autres, et nous sommes entendus, qui s'y trouvent, qu'il faut une reconnaissance, parce que c'est de cela qu'il est question, reconnaître que c'est vrai, le document traduit l'esprit des négociations. Maintenant, pour autant, est-ce que nous sommes prêts à mettre cela en application? C'est ça la signature. Mais la CMA dit, en l'état, nous ne sommes pas prêts pour l'application, parce que nous ne savons pas à quelle sauce nous serons demain mangés. Ils demandent à ce qu'on intègre à la main au moins 80% de l'heure. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est raisonnable? Qu'on en discute avec eux. Est-ce que c'est raisonnable? Pour eux, c'est raisonnable. Moi, je ne suis pas l'État malien. L'État malien connaît son effectif et a prouvé son incapacité à gérer tout cet État-là. Mais aussi n'a pas la mesure de ses moyens. Et que les rebelles d'hier, parce qu'on a vu déjà dans bien d'autres États, des rebelles qui sont devenus aujourd'hui des généraux, il y en a plein sur le continent, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Burundi, qui sont devenus présidents. Qui sont devenus présidents. Donc, ils ne créent rien. Donc, ce n'est pas un problème. Le Mali a prouvé qu'il a été incapable vraiment d'assurer la sécurité à sa population, parce que le Nord, ça reste le Mali. Et ce n'est pas que le problème du Mali. Ils sont nombreux, ces États africains. Quand on parle du Nord du pays, c'est à croire que c'est un autre. On oublie carrément. Pas d'infrastructure, pas d'appui, rien pour permettre aux populations même de rester. Et pour peu qu'il y a quelques-uns éclairés qui viennent expliquer aux populations que bon voilà, c'est le Seigneur, les populations les suivent. Très rapidement, on arrive à créer des milices. Donc le premier responsable, c'est bien l'État malien. Alors, il est question maintenant de voir comment, si on ne peut pas intégrer les 80, qu'on leur dit le quota qu'on peut retenir. Si c'est 50, si c'est 60, ça se discute. Donc une fois encore, personnellement, je pense qu'il faut aller à la table des négociations. Il ne faut pas perdre l'acquis. C'est un petit acquis, certes, mais moi je trouve que c'est quand même un acquis. On aurait introduit 80% des rebelles au sein de l'armée. Est-ce que ce n'est pas une façon de remettre le pays entre leurs mains? Non, je pense que fondamentalement, ce qu'il faut faire, c'est d'évaluer d'abord les besoins. Nous voulons sécuriser tout le Mali. Ça doit être l'objectif, au premier plan. Dès qu'on définit donc cela comme objectif premier, parce que le problème qui s'est posé, c'est effectivement l'insécurité qui est née au Nord Mali, où il n'y a pas l'armée pour assurer la sécurité. Donc les rebelles sont entrés en jeu et donc occuper l'espace aujourd'hui. Donc ce qu'il faut faire d'abord, sur le plan étatique, comment voulons-nous assurer la sécurité? Ça doit être la grande et première interrogation. Comment voulons-nous assurer la sécurité? Quels sont les éléments que nous avons
dans l'armée, réellement constituée. Les rebelles, quelles sont leurs capacités en matière de sécurité? Parce qu'il ne faut pas prendre n'importe qui pour assurer la sécurité. Ce n'est pas parce que du jour au lendemain, les gens ont choisi de détenir des armes et de commettre des actes de barbarie qu'ils vont assurer la sécurité. Il faut évaluer et voir dans la mesure du possible quel effectif il faut déployer pour couvrir tout le territoire national. Ce sont les préalables. Ça devrait être les priorités. Et dans des zones où on n'a pas observé la viabilisation, on devrait penser à tout ça. Au Nord Mali, quel programme nous mettons en place pour le développement de cette localité? Je crois que ce sont des idées qu'on devrait normalement évoquer avant de passer à tout ce que nous voyons aujourd'hui. Parce qu'on peut signer cet accord, demain on peut violer. C'est sur un papier. Les réalités sur le terrain, c'est tout autre. Et on doit comprendre ça au sommet de l'État malien et savoir qu'il y a un travail à faire réellement pour développer les zones et les assurer en termes de sécurité, en termes de viabilisation, en termes de projets économiques. Parce que si on n'arrive pas à concrétiser ces choses-là, on va signer. On peut même, le mouvement peut décider de revenir à la table aujourd'hui et signer, mais après demain, ça sera violé. Donc le vrai problème aujourd'hui, c'est comment développer le Mali économiquement d'abord et maintenant renforcer par une sécurité. Mais si vous ne promettez rien, les populations vont dire, mais est-ce que nous allons nous laisser encore conduire comme avant? Parce qu'on peut dire, vous signez, vous déposez les armes. Mais en haut, je dis en haut pour parler du Nord, au Nord, qui assure notre sécurité? C'est la grande préoccupation aujourd'hui. Alors, Honoré, revenons à la signature de ce fameux accord qui doit se dérouler aujourd'hui à Bamako. Mais à quoi peut servir la signature d'un tel accord alors que le principal groupe rebelle n'est pas autour de la table? À mon humble avis, je pense que c'est une cérémonie qu'on devrait annuler. On devrait annuler cette cérémonie normalement. Parce que le problème, ce n'est pas l'État malien. Le problème, c'est le mouvement de l'Azawad. Le problème, c'est là. Si eux, ils ne viennent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas d'effort concrétisé sur le terrain. Parce que c'est à eux de dire, bon, ok, nous ne sommes pas une armée régulière. Nous déposons les armes, nous participons à la reconstruction du pays. Mais si eux, ils décident de ne pas signer, je crois que tout ce qu'on aura à faire aujourd'hui n'aura pas d'importance. On pouvait se contenter des paraphes et dire, revenons à la table de négociation, trouvons le consensus autour des points qui sont encore incriminés, et c'est après avoir fait ça, qu'est-ce qui presse? Le bout de papier à signer? Moi, je pense que ça n'apporte rien au Mali aujourd'hui, si on ne retrouve pas autour de la table le mouvement de l'Azawad. Donc on devrait normalement, mais pour ce qu'on apprend, les dispositifs sont déjà mis en place, certainement l'État malien viendra signer et appeler le mouvement à rejoindre après le mouvement. Et comment dirais-je le train? Mais quel train encore? Est-ce que ce train-là vraiment avance? C'est la grosse interrogation. Pour moi, ça n'a pas de sens, ce qu'on veut faire aujourd'hui. On devrait tout simplement attendre. Alors, Joël Etondi, que vaut cet accord sans la signature des groupes armés de la commission des mouvements de l'Azawad? Oui, on aurait pu effectivement prendre du recul et obtenir le consensus général avant de passer à l'acte. Mais attendre jusqu'à quand? Parce qu'ils ont fait durer même le paraphe du dossier. Ça a duré 2 mois et demi après le paraphe du gouvernement de Bamako. On l'a obtenu. Pendant tout ce temps, les négociations continuaient. C'est surtout ça, c'est de cela qu'il est question. Les négociations continuaient pendant ce temps. C'était pas un laps de temps. Le peuple malien, à un moment donné, était effectivement fatigué d'attendre. Mais à l'arrivée, ça a été un soulagement. Vous avez vu un peu l'euphorie qui entourait rien que le paraphe. On peut l'obtenir en ce qui concerne aussi la signature. Et c'est en cela que, personnellement, je suis encore un peu peiné de voir un peu le rôle que joue cette soi-disant communauté internationale, qu'on respecte à sa raison d'être, à son rôle. Mais je dis, on peut mieux pour cette Afrique-là. L'Union africaine, ils sont aujourd'hui 25 chefs d'État pour ce qu'on apprend, qui sont attendus au Mali. Ce sera une grande cérémonie, une cérémonie pompeuse, aux frais du contribuable. Et ça, sans l'Azawad, ça fait pas bien. Ça fait simplement pas bien. On ne peut pas comprendre que vraiment la pièce maîtresse de cet accord même soit absente et qu'on y aille. Mais on a lancé la machine, on va accompagner le processus, espérer simplement qu'on saura
fait en sorte que les autres vont effectivement rattraper le train en marche. Parce que vous avez posé aussi une grande question tout à l'heure, et c'est certainement ça qui a motivé les autorités à poursuivre, à savoir, on attendra jusqu'à quand. Il est question pour les autorités de faire surtout diligence. Il est question à la communauté internationale de voir comment aborder l'Azawad, de voir comment, si possible, les amadouer, parce qu'il ne faut pas y aller de la manière forte aujourd'hui, donc, et obtenir le minimum de consensus, les rassurer pour que très rapidement, pourquoi pas la semaine prochaine, qu'ils puissent revenir autour de la table. C'est possible ça aussi. Oui, mais est-ce qu'on peut espérer que la signature, pour le moment partiel, de l'accord de paix permettra à mettre un terme à ces combats qui, parce que ne l'oublions pas, le cessez-le-feu a été violé ces derniers jours, régulièrement. Tout à fait. On n'aura pas l'accalmie du jour au lendemain. Ça va être progressivement. Même si l'Azawad allait autour de la table aujourd'hui, il y a déjà quelques velléités. Dans le groupe, ils sont 5. 2, on dit, aujourd'hui, on sera là. Est-ce qu'ils le feront? Effectivement, on attend de voir. Mais si on parvenait à les amener à poser leur signature, vous voyez, la tension va descendre tout au moins d'un cran. Et progressivement, l'État malien, qui sera mis devant ses responsabilités, devra poursuivre le travail. C'est un travail de longue haleine, devra poursuivre, rassurer les uns les autres. Et ce qui a été évoqué tout à l'heure, travailler sur les champs laissés pratiquement en friche pour les petits efforts qui ont été faits. Les infrastructures socio-économiques, les activités génératrices de revenus, occuper la population. Parce que si dans ce qui se fait aujourd'hui, l'Azawad n'avait pas aussi de soutien, ça allait pousser ceux-là à entrer tout dans les rangs. Ils ont de soutien. Ils sont pour certaines, en tout cas une frange quand même, de la population du Nord, comme le Messie. Ils apportent à ces populations. Mais tout ceci réuni, si on le banalise, on n'aura pas le résultat. Mais si trop tôt, l'État malien comprend qu'il a du travail à faire et se met à travailler pour que ceux-là se sentent effectivement comme des éléments, comme des citoyens maliens, je pense qu'on aura le résultat qu'on attend. Alors, Honoré, le paraphe de l'accord hier, la signature par le gouvernement de Bamako aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer obtenir encore un cessez-le-feu? Est-ce qu'on peut espérer la fin des combats? Je pense que ça dépendra des négociations. Parce qu'aujourd'hui, le mouvement de l'Azawad n'est pas autour de la table. D'accord. Mais si on négocie bien, parce que c'est une cérémonie qui a été préparée et tout, on ne pourra pas annuler les choses. Mais je pense qu'au lendemain, on doit continuer. On doit laisser la porte grandement ouverte. Et pour accepter la discussion autour des points incriminés. Je pense que si on le fait de cette manière, si on montre la bonne foi, parce que ce n'est pas un moment de montrer, comment dirais-je, la pression ou de dire que nous sommes légitimes et qu'on peut aller. Parce que si vous laissez votre petit frère prendre le morceau, pour l'arracher, c'est toujours difficile. Donc je pense que fondamentalement, ce sont des gens aujourd'hui qui occupent le terrain, qui occupent le nord et qui savent qu'ils ont une maîtrise. Donc c'est tout doucement qu'il faut les ramener à la raison. Parce qu'ils ont des intérêts. Parce que gérer une portion de terre, il y a des intérêts qui sont cachés là-dessous. Donc franchement parlant, je pense qu'on pourra tout gagner, mais à travers les négociations sur le terrain. Alors, une vingtaine de chefs d'État africains sont attendus à la cérémonie de signature de cet accord. Est-ce vraiment nécessaire de donner cette allure surdimensionnelle à un accord où les principaux acteurs ont montré leur boycott? C'est dommage. C'est ce que je disais. C'est dommage, tout simplement. On n'a pas besoin d'une si grande mobilisation avant de faire les choses en bien. C'est qu'on veut juste montrer à la communauté internationale qu'on a fait un travail. Mais c'est un travail inachevé. Un travail inachevé ne mérite pas une mobilisation pareille. Parce que la réalité sur le terrain, mais ce n'est pas ce que nous disons au studio ici. Il y a des vies qui sont menacées. Il y a des actes graves, atroces, qui se passent au Nord-Mali. Ceux qui étaient en mission dans ces localités, mais s'ils vous font des témoignages, vous allez comprendre. Donc le vrai problème qui se pose aujourd'hui, c'est un défi de développement du Nord-Mali. Tant qu'on n'a pas réussi à aller sur ce terrain, je pense qu'on peut organiser toutes sortes de cérémonies où il y aura même le président américain ou français ou tout ce que vous voulez. Le problème restera tel. Il y a un défi de développement à mener au Nord-Mali. On ne doit pas concentrer les efforts sur Bamako. On doit envoyer les ressources comme cela se doit pour développer certaines localités. Et c'est valable pour beaucoup de pays africains. On pense que c'est la capitale. On se concentre à développer une capitale. Non.
les autres sont également maliens. Et ils doivent normalement participer à la richesse, jouir de la richesse, comme on le dit, de l'État malien. Et je pense que si on travaille sur ces aspects, on pourra véritablement aller de l'avant. Joël Yetondié, une vingtaine de chefs d'État, alors que les principaux acteurs, la commission des mouvements de l'Azawad, la commission est absente autour de la table de signature. Était-ce nécessaire? Ce n'est pas nécessaire. Les acteurs diront que c'est nécessaire. Mais je me rends compte de jour en jour que, à la tête de nos États, nous avons des responsables qui semblent être un peu en retard sur le citoyen, simplement. On ne les voit pas là où on doit les voir. Ce n'est pas concevable, c'est une aberration, ce qu'on observe. Non seulement ça, il ne faut pas faire de grandes études pour pouvoir apprécier que lorsqu'il s'agit de négociations comme ceux dont nous parlons aujourd'hui, il faut forcément les concerner pour pouvoir applaudir. Ils ne sont pas tous au rendez-vous et nous sommes nombreux à nous présenter au festin. C'est du gaspillage. L'autre dira que c'est du matu vu, qui n'a pas de sens. Mais c'est un non-sens, d'autant que ces chefs, on a plusieurs fois eu besoin d'eux. On a plusieurs fois eu besoin d'eux. Ils ont tous brillé par leur absence, leur mutisme. On a vu, on ne peut pas l'oublier, le Nigeria à côté. Il y en a qui ont pris l'avion, qui ont survolé le Nigeria sans marquer un arrêt pour dire vraiment, mes condoléances, vraiment pour ce que vous vivez. On ne les a pas vus. On les a vus pleurer bien loin de l'Afrique. Tout récemment, au Kenya, ce qui s'est passé, ça ne mérite pas de compassion. On ne les a pas vus. Ils viennent lorsque tout semble rose. Encore qu'au Mali, tout n'est pas encore rose. Ils ne doivent pas s'arrêter à la capitale, Bamako. Vous oubliez les Africains qui échouent en mer. En mer, voilà. C'est sur ces fronts qu'on doit les voir. Une vingtaine de chefs d'État encore à nos frais qui prennent l'avion ou aller festoyer. Je vous ai dit, c'est une grande manifestation pompeusement organisée aux frais du contribuable. Non, il ne faut pas qu'ils poussent les paisibles citoyens à commencer par leur jeter la pierre. Parce qu'aujourd'hui, si on sent avoir sur le continent une certaine prise de conscience de la part de nos chefs, une fois encore, ce sont les citoyens. Ce sont eux qui descendent dans les rues. Malheureusement, c'est le langage de la rue que nos dirigeants arrivent à comprendre de plus en plus. Donc là où ils doivent être présents, ils ne le sont pas. Donc ce qui se passe actuellement, ce déplacement que nous observons, je dis, c'est plus qu'une aberration. Ça ne devrait pas s'organiser de cette façon. La présidente de la commission suffisait simplement pour faire acte de présence et expliquer peut-être leur indignation, leur satisfaction peut-être pour le petit pas de franchi, et ensuite demander à ce qu'il y ait d'autres pas. C'est heureux qu'aujourd'hui, il y a ceux de l'Azawad qui expriment toute leur disponibilité à discuter. Donc, on profite de cette occasion, on va vers eux, on discute pendant qu'il y en a qui trouvent de raisons à festoyer. Et il y a le représentant au moins de l'Union africaine qui s'approche et qui continue les négociations. Mais les autres seront là dans leur coin à les observer en train de manger, de sabrer le champagne, et ils auront quelle réaction demain? Et ils vont prendre ça pour alibi et dire à cette population qui continue de souffrir. Oui, qui continue de souffrir. Vous voyez ce que ceux-là font et vous pensez qu'il faut déposer les armes? Mais ils ne se soucient pas de nous. Et la population trouvera plus de raisons à les soutenir. Donc c'est une aberration. Honoré. Oui, il y a un acte symbolique qu'on pouvait décider d'opérer. Signer cet accord au Nord Mali. Ça, par exemple, c'est un acte symbolique. On peut décider de signer cet accord au lieu de rester à Bamako. Vous croyez qu'il y a la sécurité nécessaire pour le faire? On peut assurer la sécurité avec l'aide des pays de la sous-région. Et pourquoi pas la France et autres qui ont déjà travaillé sur le terrain. Pour une journée, on peut le faire. On peut le faire, il suffit seulement de mettre le système en place et de tout préparer avec le mouvement de l'Azawad. Les gens ne vont pas retrouver leurs frères ou bien leurs proches autour d'une cérémonie et commencer par tirer n'importe comment. Je pense que si on implique correctement les acteurs du mouvement de l'Azawad dans ce processus de paix, si on les implique, si on les considère comme acteurs clés. Comme des Maliens. Comme des Maliens, voilà. Je crois que c'est la bonne expression. Je pense qu'on va régler ce problème. Mais pour l'instant, l'État croit qu'avec l'appui, avec l'appui des partenaires au développement, on peut montrer les muscles. Ce n'est pas une question de muscles ici. C'est une question d'échange. Il faut un débat franc sur la reconstruction du Mali.
et je pense que tout ira bien. Merci à vous pour toutes ces explications. Sika Infomac se poursuit. Vous restez avec nous, mais nous allons changer de sujet. La date du procès d'Hissène Habré est enfin connue, 25 ans après la fin de sa candidature et 15 ans après que des victimes aient déposé leur plainte. Il commencera le 20 juillet prochain à Dakar. L'annonce a été faite mercredi dernier par les chambres africaines extraordinaires. L'ancien président du Tchad, exilé au Sénégal, est poursuivi pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre. Mais alors que les associations de ces victimes se montrent satisfaites de pouvoir enfin assister à son procès, l'ex-président tchadien refuse de comparaître devant les chambres africaines extraordinaires parce que, tout simplement, lui et ses avocats ne reconnaissent pas cette juridiction. À quel type de procès allons-nous assister? On en parlera juste après le flash d'information. Le président burundais Pierre Nkurunziza, visé par une tentative avortée de coup d'État, a annoncé être de retour au Burundi sur Twitter. Des sources officielles de la présidence ont par ailleurs affirmé que Nkurunziza se trouve dans la capitale Bujumbura et devrait s'exprimer dans la journée. Au Mali, l'accord de paix pour le Nord doit être signé ce vendredi. Mais cette signature connaîtra l'absence des éléments de la coordination des mouvements de l'Azawad. Ces rebelles Touaregs ont paraphé jeudi à Alger l'accord, mais réclament de nouvelles négociations avant de signer un accord définitif. En Centrafrique, plus de 350 enfants soldats centrafricains, dont plusieurs âgés de moins de 12 ans, ont été libérés par des groupes armés conformément à un accord signé avec l'UNICEF la semaine dernière. Après 2 ans d'intenses combats, la libération des enfants constitue un véritable pas vers la paix. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre premier numéro de Sika Infomag, un magazine d'information consacré au décryptage de l'actualité politique et socio-économique en Afrique en 3 quarts d'heure. Nous vous proposons les analyses des spécialistes sur les grands faits qui meublent l'actualité sur le continent africain. Le problème est à ce niveau, la crédibilité. Blaise disait, moi je suis pressé de passer le pouvoir après mon 2e mandat. Après, à la veille du passage témoin, il a fait ce qu'il a fait. Qu'est-ce qui prouve, par exemple, que le président Zida ou le premier ministre Zida n'avait pas soutenu le président Blaise Compaoré? Personne n'a contesté que ces faits ont existé. On a tout simplement prouvé que le notaire a craché dans la soupe. Sinon, le mois de mars s'annonce un peu difficile sur le plan de la mobilisation des recettes. Sika Infomag, c'est du lundi au vendredi sur Sika TV. Un autre visage de l'actualité en continu sur le continent africain. Retour dans le débat consacré aujourd'hui à l'affaire Hissène Habré. Dans la première partie, on était au Mali. Cette fois-ci, nous nous intéressons à l'affaire Hissène Habré qui commencera dès le 20 juillet prochain au Sénégal. Honoré Naoum, peut-on parler d'un procès historique? Je parlerai beaucoup plus d'un procès symbolique. Symbolique, tout simplement. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parle. Et je crois à un moment donné, il y a la Cour pénale internationale qui a demandé qu'on puisse envoyer Hissène Habré. Je pense qu'on aurait dû faire autrement. Et accepter cette proposition et libérer le Sénégal de ce poids. Parce que pour moi, le Sénégal est en train de traîner en poids. D'abord, les ressources qui seront investies pour ce procès. Vous savez déjà qu'en 2014, au Tchad même, par rapport à ce procès, il y a les avocats, je crois, qui ont réclamé 40 milliards de francs CFA, si j'ai bonne mémoire. Donc, franchement parlant, les ressources qui seront investies, ces ressources-là, devraient permettre à développer le Tchad. C'est pourquoi je dis, nous sommes dans un schéma aujourd'hui, on doit parler beaucoup plus d'un procès symbolique. Parce que qu'est-ce que ce procès va apporter au Tchad? C'est la grande interrogation que je me pose. Parce que chaque fois, quand moi je réfléchis, je parle développement. Je parle développement. Je ne parle pas de penser les plaies. Penser les plaies, c'est vrai. On va dire qu'on a fait le procès de Hissène Habré, on a condamné Hissène Habré pour les actes de barbarie et autres, mais il a été déjà condamné par contumace, par un tribunal au Tchad. Mais ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'on veut s'adresser à la communauté internationale pour dire, voilà, le Sénégal a réussi à marquer un pas, à assurer quand même un procès digne du nom. Si c'est ce que nous voulons, c'est un procès symbolique. Oui, mais vous avez dit qu'est-ce que ce procès apportera au Tchad. Est-ce qu'il ne serait pas bien que nous raisonnons en termes de qu'est-ce que ce procès apportera aux victimes? Voilà,
Si vous posez même la question, moi je ne trouve pas la réponse. C'est peut-être avoir la paix, un soulagement de voir que finalement on a condamné Hissène Habré. Mais ça fait déjà 15 ans, au moins 15 ans que ces victimes sont derrière ce procès. Effectivement, je suis d'accord. Donc ça va être un soulagement. Mais sur le plan matériel, je dis sur le plan matériel, on va investir de l'argent pour ce procès. Mais cet argent devrait servir à faire autre chose, à mon humble avis. C'est construire le Tchad. Est-ce qu'aujourd'hui, le Tchad se porte bien? Avec aux commandes Idriss Déby Itno. Est-ce qu'on est en train de réduire la pauvreté au Tchad? Est-ce qu'on est en train de réaliser des infrastructures socio-communautaires? Est-ce qu'on est en train de gagner des points sur le plan sanitaire? C'est la préoccupation pour moi. Mais ce procès, pour moi, c'est symbolique. C'est pour dire, enfin, l'homme a été jugé. Mais après, qu'est-ce que nous faisons du développement du Tchad? Qu'est-ce que nous faisons du développement des pays africains? C'est le vrai problème, c'est le nœud. On ne peut pas observer juste une satisfaction morale. Qu'est-ce que ce monsieur a fait réellement au Tchad? Quels sont les actes qu'il a posés? Depuis 15 ans, on a du mal à le juger. C'est un véritable problème. C'est vrai qu'on peut me dire que c'est un défi qu'on veut relever pour dire que l'ancien président tchadien a été jugé sur le continent. C'est peut-être aussi un défi pour dire qu'on n'a pas besoin nécessairement d'aller à la Cour pénale internationale avant de régler les problèmes. On peut régler nos problèmes à l'interne. On peut peut-être espérer demain installer une cour commune, pourquoi pas au Sénégal, pour dire, bon voilà, maintenant nous avons notre tribunal pour juger nos politiques ou pour juger ceux qui ont commis des actes de barbarie sur le continent. Tout ça, c'est symbolique. Mais ce que je veux, c'est qu'on pense développement. Joël Etondi, le procès Habré, un procès historique ou symbolique? Les deux à la fois, c'est tout un symbole, mais c'est historique aussi. Jamais on l'a eu. Voyez-vous, on a beaucoup bataillé, on a fait des pieds et des mains pour qu'enfin Hissène Habré puisse répondre de ses actes. Parce que ce qui s'est passé, c'est plus que de l'atrocité. Et on ne peut pas l'oublier. On pensera difficilement ses plaies. Les gens porteront pendant longtemps encore la douleur, les séquelles de ce qui s'est passé. Un être humain reste un être humain, même s'il ne parle pas le même langage que vous. Il y en a qui arbitrairement ont trouvé la mort dans cette histoire-là. Il y en a qui ont été torturés et grâce à Dieu continuent de vivre. Ce n'est pas possible qu'on continue pas gérer de ces cas sur le continent. Même si aujourd'hui les gens n'ont plus le courage de se comporter comme Hissène Habré, mais il y a d'autres Hissène Habré tapis dans l'ombre. Ce qui se passe aujourd'hui et qu'on ne dit pas suffisamment, si on a le courage de vous faire des révélations sur le comportement de nos dictateurs des temps modernes, parce que c'est ça, sous la coupe de la démocratie, il y a des actes vraiment incompréhensibles qui se posent et qu'on ne dit pas suffisamment. Les gens continuent de disparaître, on ne le dit pas suffisamment. Les gens continuent de mourir non pas parce qu'ils meurent de leur belle mort, mais parce qu'on a occasionné cela. Il faut pouvoir décourager ceux-là. Et c'est en cela que c'est, au-delà du symbole, c'est historique. Mais il faut aller loin. Il faut aller loin dans ce procès-là. Il faut aller jusqu'à l'aboutissement de ce procès-là. Parce que cela permettra de donner aujourd'hui les moyens à cette Afrique-là, le courage et le mécanisme approprié pour pouvoir commencer par juger nos chefs chez nous. On doit pouvoir le faire. Comme l'a souligné Honoré, c'est dommage qu'on en ait à dépenser de l'argent et beaucoup d'argent. Mais il va falloir le faire, qu'on se serre les reins, qu'on dépense pour, et qu'ensuite, qu'on s'asseye, surtout qu'on ne ferme pas les yeux sur ce qui sera fait, qu'on pourra qualifier peut-être de gaspillage. Mais le résultat nous permettra de dire qu'il ne s'agit pas d'un gaspillage. Demain, on va colmater les brèches, on verra bien ce qu'il y a lieu de faire pour que demain, on ne soit pas obligé, c'est là tout le risque pour nous. Parce que si on dépense toute cette somme-là, qui peut servir, comme il a dit, à juste titre, à régler des problèmes de vie, des problèmes de développement, des problèmes aussi de survie, parce que je continue de dire, c'est vraiment le comble de l'aberration que cette Afrique-là soit si riche, ces pays-là soient si riches, et qu'on continue de nous assister. Alors, ça nous permettra tout au moins, si on le veut bien, si ces chefs d'État le veulent bien, si l'Union africaine veut bien, ça nous permettra de relever les imperfections et ensuite de nous dire, si on veut finalement arriver à une cour plutôt commune, voilà un peu les mécanismes à mettre en place, voilà un peu ce qu'il faut corriger pour aller de l'avant, simplement. Donc au-delà, ça reste un double défi, que ceux-là
qui aujourd'hui ont accepté juger Hissène Habré face vraiment, parce que l'homme a posé des actes, on le reconnaît, mais malheureusement on est dans un état de droit, ou heureusement on est dans un état de droit, que ce soit une justice digne du nom qui soit rendue, que ce ne soit pas à la tête du client. Parce qu'aujourd'hui, ce que ces avocats sont en train de dénoncer, on ne peut pas le balayer d'un revers de main. Oui, il faut pouvoir les écouter. Justement, Hissène Habré, conformément au code de procédure pénale et conformément au droit reconnu, au prévenu a décidé de ne pas comparaître à l'audience des chambres africaines extraordinaires parce qu'il estime que cette affaire ne relève pas de la justice et que c'est une affaire politique sous le manteau judiciaire. Comment voyez-vous la suite de ce procès? Non, mais si ce n'est que cet argument, je dis, c'est trop facile ça, qu'il dit que ça n'a qu'un revers plutôt politique qu'on essaie de mettre sous la bannière judiciaire. C'est l'un des arguments. C'est l'un des arguments. Heureusement que c'est l'un des arguments. Mais si ce n'est que ça, non, il y a des faits là, des faits avérés, que l'homme a été reconnu coupable des actions qui ne disent pas le nom. Il faut qu'il réponde de cela. Maintenant, je pense, c'est en cela que je dis que c'est un gros défi pour nous. Je pense que et l'Union africaine et le tribunal en charge de répondre de cette affaire, je veux parler de la CEA, les gens trouveront le mécanisme pour qu'ils puissent répondre de son acte. Parce que autrement, ce serait un échec. Et n'oublions pas, il y a la Belgique qui est là, qui attend, parce qu'on a porté aussi plainte à ce niveau et qui voudrait bien juger de l'affaire. Si Macky Sall a pu faire des pièces des mains aujourd'hui, parce que le Sénégal, à un moment donné, avec Wade, on a posé un certain nombre de conditions quand les gens étaient prêts. Pour que toutes ces conditions soient remplies, eh bien, Wade a dit non, moi, je ne me trouve plus en mesure de répondre encore de cet acte. Macky Sall a fait ce qu'il faut, l'Union africaine a fait ce qu'il faut. Je trouve que ce n'est pas une raison suffisante parler d'une question politique, purement politique, qu'on met sur la bannière judiciaire et donc Hissène Habré ne peut pas comparaître. Non, Hissène Habré va comparaître, quitte à ses avocats de défendre du dossier. S'il y a des irrégularités aujourd'hui, on a de la chance. Si on se rend compte que malheureusement la cour installée n'a pas les coudées franches pour trancher de l'affaire, on envoie l'affaire devant la cour belge pour trancher purement, ou bien devant la Haye. On a tellement de mécanismes aujourd'hui que dire qu'il s'agit purement d'un procès politique ne suffit pas pour ne pas faire comparaître Hissène Habré. Alors, Honoré, Hissène Habré ne reconnaît pas cette justice-là. Oui, mais je suis d'accord avec lui. Une justice qu'on a mis du temps et de l'argent à mettre en place. À mettre en place. C'est ce que je dis. On a gaspillé de l'argent. De l'argent qui devrait servir à construire le pays. À construire. Pourquoi pas? Parce que l'argent, on va dire que c'est une mobilisation de ressources. Pourquoi pas sur le continent? Cet argent pouvait permettre de développer un État. Franchement parlant, ce qu'on est en train de faire là, si on gérait bien le peu de milliards que nous essayons quand même de rassembler dans nos pays, on devrait aller de l'avant. Oui, mais il fallait quand même juger Hissène Habré. Nous savons toutes ces atrocités. Hissène Habré a été déjà jugé par contumace. Que chaque pays juge ses citoyens. Moi, je suis plutôt dans cette politique. Aujourd'hui, le président français, il a des dossiers, non? Réveillés par la France, par la justice française. Nicolas Sarkozy. Mais est-ce que la France a besoin du Tchad ou du Sénégal avant d'ouvrir un dossier pareil? Vous parlez de la France, nous sommes en Afrique et nous savons comment fonctionne la justice en Afrique. Et voilà, nous sommes en Afrique, travaillons à avoir notre justice libre et crédible, comme cela se doit, que chaque État travaille à consolider son secteur judiciaire. Mais si nous allons continuer à réfléchir pour dire tel chef d'État a commis tel crime, il faut l'envoyer devant la Cour pénale internationale ou bien créons une cour commune sur le continent. Tout ça, c'est de l'argent investi dans des choses qui n'apportent rien pour le développement. Parce que si vous installez une cour commune pour l'Afrique, mais les juges qui vont travailler seront payés, nourris. Je dis payés et nourris et entretenus, véhiculés, logés, tout ce que vous voulez comme adjectif. Mais c'est de l'argent. Cet argent devrait servir beaucoup plus à construire les États. C'est pourquoi je dis chaque pays doit travailler. Hissène Habré a été déjà jugé dans son pays, par contumace. Et il a fui. Il est à l'étranger, il est en prison. Il n'est pas libre pour moi. Parce que si je suis citoyen d'un pays, je dois rester dans ce pays-là pour pouvoir dire je suis un citoyen libre. Ce qu'il est en train de vivre, c'est la prison. C'est déjà la prison qu'on comprenne ça. On veut lancer un message à la communauté internationale, d'accord. Mais moi je dis
qu'on mobilise cette ressource-là pour faire autre chose. Mais est-ce qu'il se parle, cette justice africaine qui a été mise en place, c'est pas mieux aujourd'hui par rapport à une cour pénale internationale qui donne l'impression d'être créée juste pour juger les Africains? Disons-nous, dans tout ça, quelle est la différence vous-même? Est-ce que vous voyez une différence? Moi, je ne vois pas de différence. Ce que vous appelez cour commune, CPI, cour pénale internationale, ce qui se fait aujourd'hui autour de Sénégal, vous voulez montrer quoi? Que l'Afrique est capable d'avoir sa justice pour juger ses présidents. C'est tout? Non. Je vous en prie. Ne nous arrêtons pas là. Je crois que ça, c'est la vieille classe politique, ceux qui nous gouvernent là, qui ont des pensées comme ça. La jeunesse africaine doit se départir de ces idées, de ces mentalités. On ne construit pas un pays de cette manière. On ne construit pas un continent de cette manière en voulant juste montrer à la communauté internationale que nous sommes capables de juger nos présidents. Qu'est-ce que cela apporte sur le terrain? C'est là la préoccupation. Merci Honoré, merci Joël, merci à vous d'être passé sur ce plateau avec vos analyses. Ce sera tout pour la première partie de cette émission consacrée au décryptage de l'actualité sur le continent africain. Nous nous sommes intéressés à la signature de l'accord de paix au Mali et au procès Hissène Habré qui s'ouvre le 20 juillet prochain à Dakar au Sénégal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Inès Arwansou pour l'actualité économique sur le continent et ailleurs.